5e congrès de l'AMA par un travail fait auprès des femmes qui sont sous traitement agoniste opioïde et les particularités de cette population qui est donc surtout concentrée au nord du pays, notamment ici même à Tanger et à Tétouan. Donc, je voudrais avant remercier tous les intervenants qui travaillent au niveau des centres communautaires RDR de la région, qui m'ont aidé à mener à bien ce travail, et notamment Monsieur Faustine Otal, qui est un expert en la matière. Alors, je vais commencer par introduire un peu le programme réduction des risques qui a été mis en place au Maroc en 2007 au centre Hisnouna, qui se trouve ici même à Tanger. Donc, c'est un programme qui contient plusieurs rubriques dans l'échange seringue-aiguille, le conseil, le dépistage, le traitement des infections par le VIH, l'hépatite viracée, la tuberculose, la promotion du préservatif. Et il a été, et bien sûr, la méthadone, le traitement agoniste opioïde, qui est sous forme de méthadone ici, au Maroc, qui a renforcé le programme RDR en 2010, et depuis, on a eu 2891 usagers, dont 8% sont des femmes, et chez qui sont survenus 67 cas de grossesse. Alors, je parlerai un peu de la particularité de la femme addicte aux opioïdes illicites, et là, je parlerai d'héroïne, surtout d'héroïne. Donc, ce sont des femmes qui sont très vulnérables, qui souffrent de stigmatisation, de niveau socio-économique bas, d'où un mode de vie assez instable et souffrent d'itinérance, de précarité, et aussi de sévérité de l'addiction. L'addiction aux opioïdes illicites est très sévère, souvent associée à des polyconsommations, à des comorbidités psychiatriques aussi sévères. De par leur mode de vie, elles ont un risque important d'infection par le VIH et l'hépatite viracée, et donc de contamination du nouveau-né du fœtus si grossesse survient. Ce sont aussi des grossesses très risquées et qui peuvent se compliquer d'avortement, de menaces de fausse couche, d'éclampsie, d'hypertension artérielle gravidique, d'hypotrophie in utero, de retard de croissance, d'hémorragie, etc. Et le nouveau-né, en général, ce sont des nouveau-nés qui vont arriver et très vulnérables sur le plan social, médical et développemental. Alors, que faire si une femme qui souffre de troubles de l'usage des opioïdes se présente et qui tombe enceinte? Que faire? Alors, on va proposer le sevrage. Certes, il est possible, certes, mais chez les femmes qui doivent être très, très, très motivées, qu'il faut surveiller de près, parce que tout état de manque peut être responsable de menaces de fausse couche, de souffrance fœtale. Il peut être responsable, voilà, comme j'ai dit, de fausse couche, de rechute, de co-consommation. Il faut rappeler que les co-consommations sont aussi délétères rappelons que, par exemple, l'alcool est tératogène, que le crack va être responsable de vasoconstriction qui vont provoquer des souffrances fœtales et des complications sur le plan anatomique. Aussi, un sevrage aux opioïdes peut être responsable de surconsommation de tabac. Et rappelons aussi que les benzos consommés à la fin de la grossesse peuvent être responsables d'un syndrome de sevrage du nouveau-né, etc. Alors, que faire si grossesse? Alors, si grossesse, chez une femme qui souffre de troubles de l'usage aux opioïdes, il faut rapidement penser à la mettre sous d'un programme RDR et pour qu'elle puisse bénéficier de toutes les rubriques du programme RDR, mais aussi de la méthadone ou du traitement agoniste aux opioïdes. Donc, le traitement agoniste aux opioïdes, traitement agoniste opioïde reste un traitement de choix. Il est utilisé chez les femmes enceintes depuis les années 70. C'est le seul qui va permettre vraiment une abstinence aux opioïdes illicites, ainsi qu'un suivi global de la santé de la mère, de l'enfant, de l'accouchement, de faire des sérologies, etc. Le risque de syndrome de sevrage du nouveau-né, certes, existe, mais il peut rapidement être pris en charge. Donc, en dehors de toute considération métabolique, la méthadone ou le traitement agoniste opioïde reste incontestablement une meilleure qualité de vécu, permet une meilleure qualité de vécu de la grossesse. Alors, on sait aussi que la grossesse est responsable d'une modification physiologique, mais aussi responsable de l'augmentation du métabolisme hépatique. Et en général, ces femmes, à partir de la moitié du 2e trimestre, elles vont commencer à souffrir de signes de manque, de présenter des signes de manque et de souffrance, d'où l'intérêt d'ajuster et d'adapter les doses. Et en général, on va augmenter les doses de 10 à 30 mg entre le début et la fin de la grossesse. Des fois, on aura besoin de fractionner la prise en allant vers une prise quotidienne.
pour éviter, comme je l'ai dit, les états de manque. Je le répète, tout état de manque peut être cause de souffrance, de co-consommation, qui sont aussi délétères. Tout ça pour maintenir le fœtus en bonne santé. Quant à l'allaitement, pendant longtemps, il a été dose dépendant. Pendant longtemps, il était contre-indiqué chez les femmes qui avaient une posologie quotidienne de plus de 20 mg. Mais depuis quelques années, et pas mal d'études ont été faites, et finalement, il n'y a pas de corrélation vraiment évidente entre la dose maternelle et le taux lacté. L'American Academy of Pediatrics recommande que même à une dose très élevée, maternelle très élevée, le taux lacté est relativement bas et donc il recommande l'allaitement. Il faut aussi dire que l'allaitement est un moment qui est très privilégié c'est un moment très privilégié qui renforce le lien. Ça serait vraiment dommage de priver l'enfant ou le nouveau-né ou les deux d'un apport, de les priver d'un moment aussi important, surtout que ça renforce l'immunité physique, émotionnelle, psychique et en plus c'est gratuit. Alors les vraies contre-indications sont les infections au VIH, l'hépatite virale C, si la charge virale est très importante et quelques autres co-consommations. Alors concernant la contraception, les opioïdes sont connus, vont provoquer des troubles du cycle menstruel chez les femmes et celles-ci ont un sentiment d'infertilité, donc souvent ils ne vont pas utiliser de contraception. Or, elles ont autant de chances de tomber enceinte que le reste de la population. Toutes les méthodes sont envisageables, mais il faut quand même prendre en considération le mode de vie des patientes, les préférences de celles-ci, et si elles sont sous traitement, surtout sous traitement psychotrope. Et en général, la double contraception est de mise chez ces patientes, surtout hormonale, longue durée, réversible en cas de complications, et associée à une contraception barrage, tel le préservatif masculin qui puisse en même temps protéger contre les MST. Alors, j'ai mené deux études, une en 2023 sur la grossesse et le traitement agoniste opioïde, et une deuxième sur la perception de la grossesse chez ces femmes, ainsi que les méthodes contraceptives utilisées. Donc, sur 59 cas de grossesse, 63 souffrent de comorbidité psychiatrique, 96 ont une consommation, surtout sous forme de tabagisme, d'addiction au THC, de cannabis, les benzodiazépines et la cocaïne. 42% n'ont pas eu de suivi prénatal, 26% ont eu des grossesses compliquées. Les nouveau-nés ont présenté dans 32% des cas un syndrome de sevrage, 40% sont nés avant terme et 25% n'ont pas eu de suivi après la naissance. Et seulement 33% des femmes ont allaité. Alors, 97% de ces femmes ont bénéficié d'une sérologie VIH et 95% ont bénéficié d'une sérologie hépatite virale C. Et par rapport à la prescription du traitement agoniste opioïde, donc la méthadone, on va dire que le taux ou la moyenne donnée à ces femmes n'a pas évolué avec l'évolution de la grossesse. Elles ont démarré à 70 mg en moyenne et au 3e trimestre, elles étaient à, on va dire, 69. On va dire que c'est resté pareil. Et seulement 11 sur les 59 femmes ont bénéficié du fractionnement, c'est-à-dire la biprise quotidienne. Concernant les méthodes contraceptives, donc c'est 61 femmes, pendant les 24 derniers mois, 66% utilisent des méthodes contraceptives et 30% utilisent la double contraception, qui est sous forme de soit pilule contraceptive, soit préservatif masculin, soit les deux associés. Et à la question « Désirez-vous tomber enceinte ?», 23% répondent oui, et ce n'est pas parce qu'elles sont abstinentes aux substances psychoactives, mais c'est plutôt parce qu'elles veulent tester leur fertilité ou elles sont en âge avancé. Donc là, c'est pour respecter le temps, d'accord, donc je ne vais pas trop discuter des résultats, mais je vais quand même reprendre les résultats les plus marquants, surtout la prescription de méthadone qui n'a pas évolué, contrairement aux guidelines, aux indications, et ceci peut être expliqué par les fausses représentations de ces femmes. D'ailleurs, pendant qu'on passait les entretiens, celles-ci disaient souvent qu'elles avaient peur que le fœtus et le nouveau-né aient des complications et que ces complications soient dose dépendantes. Et aussi, elles pensaient que plus la dose était élevée, plus les signes de sevrage seraient importants du bébé, du nouveau-né à la naissance seraient plus importants. Alors, concernant le suivi prénatal, seulement 58% ont eu un suivi versus 89% de la population générale dans une étude menée en 2018 sur la population générale.
Et souvent, et là aussi, ce qui sortait pendant les entretiens avec les patientes, c'est que celles-ci avaient peur de la stigmatisation. Alors, les soins prénataux de planification familiale sont accessibles au Maroc et ils sont gratuits. Le 89% de la population générale le prouve. Mais ces patients ont peur de la stigmatisation par le personnel et ont peur du devenir du nouveau-né après accouchement. Quant à l'allaitement, seulement 33% ont allaité versus 97% de la population générale. Là aussi, c'est des fausses représentations parce qu'elles avaient peur au moment de l'arrêt du sevrage maternel que le nourrisson se retrouve avec un sevrage aux opioïdes aussi. Et puis aussi, il y a peut-être la non-information. Et concernant la contraception, on a un bon taux qui est de 66% versus 70% de la population générale. Cependant, on a un taux élevé de grossesse non programmée ou inopinée qui est de 72%. Donc, on a une bonne contraception, mais des grossesses aussi, beaucoup de grossesses non prévues. Est-ce qu'on peut parler d'inefficacité des méthodes contraceptives? Probablement parce que souvent ces patientes rapportent oublier de prendre la pilule ou parce que 60% de ces femmes avaient des rapports sexuels non protégés avaient des rapports sexuels en contrepartie d'argent ou de substances. Donc, et souvent quand le partenaire leur demandait de ne pas utiliser le préservatif, en contrepartie de plus d'argent, elle ne disait pas non. Donc, ceci peut expliquer quand même un taux de grossesse ou une inefficacité des méthodes utilisées, d'où l'intérêt de penser à la double contraception, surtout hormonale longue durée et les injections, les implants, le dispositif intra-utérin, tout en y associant une méthode barrage, telle que les préservatifs, pour pouvoir quand même prévenir et faire la prévention des MST. Voilà. Et on peut dire que chaque femme doit bénéficier d'une approche individuelle, adaptée, plutôt personnalisée, telle que l'a dit professeur Payès. Alors, comment améliorer cette prise en charge? À quel niveau l'améliorer? Est-ce qu'on peut améliorer ou faire un travail de renforcement au niveau des centres de planification familiale ou bien au niveau des centres communautaires RDR? Je dirais que ce sont les intervenants RDR qui ont une meilleure connaissance de cette population et que cette population se sont le moins stigmatisées par les intervenants RDR. Donc, l'approche multidisciplinaire est certes nécessaire, mais pourquoi ne pas créer des filières au niveau des centres de réduction des risques pour les femmes où il y a un travail de réseau qui est fait, qui est chapeauté par l'intervenant RDR. Et pourquoi ne pas utiliser la télémédecine, puisque c'est le sujet du congrès. Donc là, j'ai ce petit passage. Donc, la télémédecine, où ce sont des consultations en groupe autour de la patiente, pour que quand même qu'il y ait un travail de réseau, une continuité. Et où sera inclus la planification familiale, le gynécologue, l'obstétricien, le pédiatre, l'unité d'accouchement, etc. Alors, l'idéal au fait serait de créer des filières spécifiques pour femmes dans les unités d'addictologie où seront offerts, en plus des composantes RDR, là, seront offerts des soins sur la santé sexuelle, la contraception, les tests de grossesse seront faits sur place, les discussions sur les projets de maternité ou les projets de maternité seront programmés et discutés et préparés. Il y aura aussi l'information, donner de l'information et éduquer et communiquer sur l'allaitement, sur l'association ou les méfaits des substances psychoactives sur les grossesses et l'allaitement, sur la nutrition, etc. Tout le travail sera surtout l'information, l'éducation, la communication et offrir les produits. Et que aussi, pour terminer, pourquoi ne pas penser à renforcer les connaissances des personnels intervenants au niveau de ce domaine, pourquoi ne pas renforcer leurs connaissances donc, en ajoutant la rubrique femmes au niveau du guide national de la prescription du traitement agoniste opioïde qui existe au Maroc depuis plusieurs années déjà. Et merci pour votre attention.